Bonjour et bienvenue à ce webinaire de lancement du 6e cycle de certification des établissements de santé. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Nous comptons plus de 6500 inscriptions, ce qui montre l'attente que la certification représente pour vous et vos établissements de santé. Vous êtes professionnels de santé, représentants des usagers et experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé pour conduire les visites de certification. Pendant ce webinaire, nous vous présenterons les ambitions de cette nouvelle certification. Nous présenterons également les évolutions, les enjeux, ce qui va changer. Et puis ce qui va rester aussi. Et puis nous aurons un temps ensemble de questions-réponses. Et nous serons amenés à échanger avec vous à travers le chat qui est disponible, qui est déjà accessible. Donc vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. Nous aurons 40-45 minutes pour répondre à ces questions-là. Et puis nous aurons un temps de conclusion. Ce temps de conclusion sera réalisé par Amélie Lancio, directrice de la qualité et de la sécurité des soins, et par Jean Lessy, directeur général de la Haute Autorité de Santé. Mais avant, nous allons introduire ce webinaire avec le président de la Haute Autorité de Santé, Lionel Collet. Et puis, nous poursuivrons avec Catherine Gindre, qui est présidente de la commission de certification des établissements de santé. Professeur Collet, c'est à vous d'introduire ce webinaire qui lance la 6e cycle de certification des établissements de santé. Merci beaucoup, Patrick Méchain. Merci à vous tous d'être là en ligne pour ce webinaire. Vous savez que la Haute Autorité de Santé a une mission qui est d'expertiser la qualité de notre système de santé. Et plus précisément, elle est là pour aider les pouvoirs publics, notamment le ministre, à prendre des décisions pour garantir la qualité du système de santé, d'avoir un système de santé qui soit efficient, qui soit efficace et qui, bien évidemment, s'assure du respect des besoins et des priorités des personnes. Nous exerçons cette expertise de la qualité dans tous les domaines. Le médicament, les recommandations, les évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux et bien évidemment de la certification des établissements de santé. L'HAS peut dire qu'elle s'attache à donner un cadre structurant de la qualité en santé. Et l'objectif de ce cadre structurant, c'est qu'il puisse d'abord respecter, garantir l'éthique du prendre soin et qu'il puisse être ensuite décliné opérationnellement par les acteurs de santé afin de permettre cette amélioration continue de notre système. La certification, c'est un vecteur de qualité qui a en plus un fort pouvoir incitatif. Il permet aux établissements d'identifier les points forts, mais d'identifier également les points qu'ils doivent améliorer. Et il est également vu à l'extérieur comme une possibilité d'être très bien informé de ce qui se passe dans l'établissement, et ça permet aussi au pouvoir public d'avoir une politique par rapport à ces établissements-là. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase, pendant quelques mois encore, du 5e cycle de la certification. Ce 5e cycle marquait une révolution, passant d'une évaluation qui vous sera présentée par Mme Gindre reposant sur des processus à une évaluation qui repose sur des résultats. Et nous avons constaté que ce 5e cycle a été apprécié avec des retours positifs des professionnels et il a même été accrédité par l'ISQOA. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions. Évolution réglementaire, évolution sociétale, évolution de la HAS. Et toutes ces évolutions, y compris dans le cadre des recommandations, doivent être prises en compte pour faire évoluer ce référentiel, pour faire évoluer notre certification. Que les choses soient claires, nous sommes conscients que le système de santé est en tension. Nous sommes conscients que le terrain demande de la stabilité. Et pour toutes ces raisons, il n'y aura pas de critères supplémentaires en termes de nombre par rapport à ce qui était le cas avec le 5e cycle. Même au contraire, vous constaterez qu'il y aura moins de critères, même s'il y aura des modifications d'un certain nombre de critères. Vous savez que tout ça débutera en septembre 2025. Je vais laisser la parole à présent de nouveau à M. Méchain, que les choses soient claires. Je voudrais vraiment vous remercier car vous êtes plus de 3000 actuellement à être connectés et cela devrait nous permettre d'avoir des échanges très fructueux. Très bon webinaire.
Merci, professeur Collet, pour ces retours concernant le 6e cycle de certification. Et donc, nous allons passer la parole à Catherine Gindre. Bonjour Catherine, pour nous présenter les ambitions de ce 6e cycle de certification. Bonjour à toutes et à tous, merci Patrick. Donc effectivement, 2025 va être une année charnière pour la certification des établissements de santé. Comme vient de le dire le président, effectivement, nous allons progressivement terminer cette 5e itération. Vous le voyez, 80% des visites ont été réalisées. Restent environ 400 établissements qui, d'ici le mois de juillet, auront une visite de certification dans ce cadre-là. Puis, au mois de septembre, nous engagerons donc la 6e itération, ce 6e cycle, avec un nouveau référentiel qui, comme le président vient de vous le dire, ne sera pas une révolution, mais la poursuite de engagée depuis 2021, avec un accent mis sur la médicalisation et sur la culture du résultat, et une stabilité sur l'architecture et les méthodes sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Donc, ce nouveau référentiel qui a été largement concerté, porte 3 ambitions majeures. La première, si je pouvais avoir la diapo, merci. La première, qui est de renforcer les exigences sur des enjeux clés, parce que c'est la condition sine qua non pour effectivement permettre de poursuivre une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et donc, les leviers qui vont être utilisés vont être, d'une part, de renforcer certains critères déjà exigibles, de critères standards à critères impératifs. On va voir cette approche notamment sur certains critères autour du médicament. Et par ailleurs, émerger de nouveaux critères dans des domaines qui sont, disons, des domaines nouveaux, mais des domaines stratégiques, comme l'environnement, avec notamment la prise en compte donc, de critères sur l'engagement dans des soins responsables et aussi sur le numérique, avec une attention particulière sur les dispositifs médicaux numériques intégrant de l'intelligence artificielle. Mais dans ce cadre-là, sur ces enjeux clés, nous aurons aussi à appréhender la conjugaison des critères existants et des critères nouveaux. Nous verrons ça tout à l'heure avec Loïc. Deuxième grande ambition de ce 6e cycle, s'adapter aux priorités de santé. Il s'agit là d'intégrer des problématiques qui sont récurrentes, dont nous percevons à l'occasion des résultats de certification, voire des mesures que nos outils nous permettent, comme les indicateurs de qualité donc de sécurité des soins, les IQSS, qui nous permettent de voir les réponses aujourd'hui péjoratives que nous avons et sur lesquelles il est nécessaire d'apporter des améliorations. Je pense par exemple à la mortalité infantile ou aux erreurs médicamenteuses. Mais au-delà de ça, en s'agissant des priorités publiques, nous aurons aussi à prendre en compte dans ce référentiel de nouvelles priorités qui sont portées soit au niveau national, soit au niveau international, comme par exemple l'antibiorésistance. Et enfin, troisième ambition portée par ce 6e cycle, celle de développer l'engagement du patient et de faire du patient un véritable partenaire des professionnels de santé, tant pour sa prise en charge individuelle, par exemple en développant les plans personnalisés de prévention en psychiatrie ou l'éducation thérapeutique, qu'à l'échelon collectif des structures de soins, en encourageant l'élaboration et la mise en œuvre de projets des usagers, voire les dispositifs de patients experts. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va voir maintenant ce qui change et puis ce qui reste. Alors, on va d'abord démarrer par ce qui ne change pas. Et puis, comment le 6e cycle vient aussi porter un objectif de simplification et d'optimisation. Et puis, le troisième point, de manière plus détaillée, on vous présentera les principales thématiques sur lesquelles nous avons souhaité renforcer les exigences. Alors, tout d'abord, ce qui ne change pas, ce qui reste. Vous connaissez parfaitement la plateforme Calista, qui est la plateforme d'échange entre chaque établissement de santé et la Haute Autorité de Santé. Le référentiel, sa structuration. Nous avons un référentiel avec 3 chapitres. Ces chapitres restent inchangés. Nous avons des objectifs, nous avons des critères et nous avons des éléments d'évaluation. Donc cette structuration-là du référentiel ne change pas.
Ce qui ne change pas non plus, ce sont les méthodes d'évaluation que vous connaissez, que vous maîtrisez parfaitement. La méthode du patient traceur, du parcours traceur, du traceur ciblé, de l'audit système et les méthodes d'observation, méthodes transversales à l'ensemble des traceurs. Ce qui ne change pas non plus, c'est le process décisionnel. La prise de décision prise par la commission de certification des établissements de santé présidée par Catherine. Sur la base d'un rapport de certification, sur la base de résultats qui sont issus des différents audits. Donc tout ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est la posture des experts visiteurs en visite. Cette posture à la fois d'audit, d'aller rechercher le résultat, mais également de bienveillance et d'attention portée au travail de chaque équipe. Les 4 niveaux de décision, vous les connaissez, elles resteront en place, de même que les macarons que vous savez utiliser dans vos communications et notamment sur les réseaux sociaux et qu'on vous demande aussi d'afficher dans vos établissements de santé. Nous avons souhaité également renforcer l'optimisation de notre référentiel de certification. Le simplifier, faire en sorte qu'il y ait un meilleur calcul des scores possible, avec un meilleur équilibre entre le nombre d'objectifs par chapitre et le nombre de critères, mais également un même nombre d'éléments d'évaluation par critère. Donc on aura 4 objectifs par chapitre, donc 12 objectifs en tout au lieu de 15 aujourd'hui. Des éléments d'évaluation par critère entre 4 et 6. Pas plus, pas moins. Ce qui devrait nous donner des calculs de moyenne beaucoup plus faciles à extraire. Enfin, nous avons souhaité également avoir une simplification dans notre approche du référentiel de certification. Là où autrefois nous avions, enfin sur le manuel en cours, où nous avions plusieurs sujets dans plusieurs critères différents, aujourd'hui un sujet, par exemple, qui va concerner la checklist du patient au bloc opératoire, sera sur un seul critère qui devient un critère impératif. Le sujet autour de l'hygiène, du risque infectieux, de la maîtrise du risque infectieux, donc on pouvait retrouver sur 2 critères et rassembler sur un seul critère qui devient lui aussi un critère impératif. Donc, à travers ce que je vous explique, vous verrez qu'il y a un petit peu plus de critères impératifs, puisqu'on passe de 17 critères impératifs à 21 critères impératifs. Mais comme le précisait le président Lionel Collet, nous avons 11% de critères en moins sur le référentiel de certification. Toute la phase d'analyse, d'échange avec les parties prenantes, toute cette phase de concertation nous a permis également de simplifier notre sémantique pour permettre effectivement une meilleure appropriation par chacun des différents sujets. Le renforcement des exigences qui est porté par ce nouveau cycle de certification va concerner un certain nombre de thématiques. L'idée est que la certification, vous le savez, fasse levier pour l'amélioration des pratiques professionnelles dans chaque établissement de santé. Nous allons tout d'abord renforcer les exigences sur le numérique et l'intelligence artificielle. Alors vous savez que les établissements de santé sont confrontés à des situations de vulnérabilité. Il y a un risque qu'il faut savoir appréhender. Nombreux collègues dans les établissements de santé ont subi des attaques dans leurs établissements, de fuite de données. On est aussi confronté à des pannes informatiques. Donc il faut poursuivre la stratégie autour du renforcement et de la gestion du risque numérique. Par ailleurs, et c'est le sens de nos travaux aussi avec les équipes de la Haute Autorité de Santé, mais aussi avec nos partenaires externes comme la DNS et l'ANS, nous travaillons à renforcer un certain nombre de thématiques et qui vont concerner, comme l'évoquait Catherine tout à l'heure, l'utilisation par les équipes des dispositifs médicaux numériques, utilisant ou pas l'intelligence artificielle.
Et puis, nous avons également, sur ce nouveau cycle de certification, un critère qui va concerner la télésanté, son utilisation, sa mobilisation par les différents établissements de santé. Voilà pour concernant le numérique et l'intelligence artificielle. Un autre sujet qui est un enjeu fort pour la Haute Autorité de Santé concerne la maternité. L'idée étant, à travers le manuel de certification, d'engager les équipes à travailler à prévenir les situations difficiles, complexes, qui peuvent intervenir au moment de l'accouchement, mais aussi en amont et aussi en postpartum. Donc, ces critères vont concerner les établissements disposant de maternité, mais également disposant de centres périnataux de proximité et de pédiatrie. La France, avec un taux de mortalité infantile de 4 pour 1000 naissances vivantes en 2003, a une situation épidémiologique qui pose problème, qui questionne. Du coup, il est important de pouvoir y répondre. Le manuel de certification propose donc un critère impératif sur l'hémorragie du postpartum qui est étendu à d'autres risques obstétricaux. Et par ailleurs, nous avons un critère impératif qui est créé et qui concerne la prévention des infections et l'évaluation des fonctions vitales. D'autre part, nous avons un critère qui concerne le projet de naissance qui était déjà présent dans le référentiel précédent, qui était un critère avancé, qui devient donc un critère standard et qui est étendu au projet de parentalité. Voilà pour les risques liés à la maternité et aux centres périnataux de proximité. Un troisième enjeu fort concerne la prise en charge médicamenteuse. C'était évoqué, ce sujet est un sujet qui est un fil rouge de tous les cycles de certification depuis la création de ce cycle. Les évolutions, les résultats, l'analyse que l'on a pu conduire du 5e cycle à date, mais l'analyse aussi des événements indésirables graves portant sur le risque médicamenteux, nous amène à proposer sur la prise en charge médicamenteuse de nouveaux critères impératifs sur la prescription et sur l'administration des traitements. Le critère avancé sur la conciliation médicamenteuse devient un critère standard et nous avons ajouté un critère sur la prise en charge autonome par le patient, qui est un sujet porté par la Haute Autorité de Santé et qui devient un critère avancé. L'idée aussi, concernant la prise en charge médicamenteuse, c'est de s'adapter aux priorités de santé publique, comme l'évoquait Catherine tout à l'heure. Nous avons un gros sujet autour de la prescription des antibiotiques et nous avons un devoir de lutter contre l'antibiorésistance dans nos établissements de santé. Du coup, ce critère autour de l'antibiothérapie devient un critère impératif. Le quatrième enjeu porté par cette certification des établissements de santé concerne le secteur des urgences. Le secteur des urgences est soumis à de fortes contraintes. Et un rapport récent, le pacte de la refondation des urgences, porté par la Cour des comptes en novembre 2024, préconise un certain nombre d'engagements, un plan d'action. Dans la certification, nous allons retrouver l'idée de systématiser les filières d'hospitalisation directe, et avec notamment un critère impératif touchant la personne âgée. L'idée est que les personnes âgées qui doivent être hospitalisées ne doivent pas systématiquement passer par les urgences, mais au contraire aller dans une filière directe de prise en charge, adaptée à leurs problématiques. La nouvelle exigence porte aussi sur les rencontres interfilières. Un établissement où il y a un service d'urgence, une unité d'urgence, doit pouvoir travailler avec des partenaires libéraux, avec la ville. Cette relation ville-hôpital est très importante, elle est structurante. De même,
le secteur des urgences doit pouvoir travailler aussi avec les services d'hospitalisation, de faire en sorte qu'il y ait une véritable filière d'hospitalisation et que les gens ne stagnent pas dans le service des urgences. Par ailleurs, les organisations mises en place après ou pendant la période Covid ont contraint parfois les équipes à faire en sorte que les patients soient vus tout seuls dans les box. L'idée, c'est qu'on se réengage dans une démarche d'humanisation permettant aux personnes malades de pouvoir être accompagnées quand cela est nécessaire. Le 5e sujet touche la psychiatrie et la santé mentale. Pourquoi accroître cette exigence? 1 ou 2 clics de chez soi, on connaît quelqu'un qui a des troubles psychiques. On dit une personne sur 5 est touchée par une maladie mentale. C'est un enjeu fort, c'est une grande cause nationale 2025, mais la Haute Autorité de Santé travaille à une feuille de route sur la psychiatrie et santé mentale depuis déjà plusieurs années. Par ailleurs, les établissements de santé qui ont une activité de psychiatrie sont souvent en difficulté pour répondre aux attendus de la certification. On a vu une criticité un petit peu plus importante de ce côté. Pour y répondre, nous avons 3 axes de travail dans le référentiel de certification. Le premier porte sur l'amélioration de l'accès aux soins. C'est un sujet important. L'accès aux soins doit pouvoir être organisé et suivi. L'établissement est acteur d'un projet territorial de santé mentale qui doit permettre effectivement à l'ensemble des partenaires de s'organiser autour des coordinations utiles pour la prise en charge des malades. Un deuxième axe porte sur la déstigmatisation et l'accompagnement des personnes concernées. Il faut rester hospitalisé le moins longtemps possible à l'hôpital, sinon on génère des iatrogénies. Et donc il faut être en mesure de pouvoir présenter, pour travailler avec chaque patient, pour qu'il y ait un projet de soins qui soit personnalisé et qui favorise son inclusion sociale. Notre aspect concerne le respect des bonnes pratiques en matière d'isolement et de contention. Ce sujet est un critère impératif dans la certification et on renforce effectivement cet attendu de manière spécifique. Il sera regardé de manière spécifique dans chaque établissement autorisé en psychiatrie. Et puis, le développement de la prévention et du repérage précoce est également un axe fort de ce cycle de certification, avec notamment la prévention du passage à l'acte suicidaire. Il faut pouvoir outiller les équipes. Et c'est un enjeu de santé publique important. Et puis, on garde dans la structure du référentiel de certification un critère impératif sur la prise en charge somatique, qui fait effectivement que l'on doit pouvoir envisager que les troubles psychiques peuvent être induits par un trouble somatique grave. Enfin, nous aurons un nouveau critère sur l'électroconvulsivothérapie, puisque c'est une pratique qui est à l'œuvre dans certains établissements de santé pour certains types de pathologies et qu'il faut être en mesure de pouvoir évaluer également cette pratique. Le 6e enjeu fort de cette certification concerne, Catherine l'évoquait, de faire du patient un partenaire de sa prise en charge. C'est une démarche qui est importante, structurante pour le travail des équipes. Appréhender la manière dont le patient peut donner son point de vue sur la manière dont il est soigné, pris en charge, accueilli, va au-delà des obligations légales et réglementaires. Il faut être en mesure de pouvoir proposer une démarche visant à repérer, à évaluer son expérience dans les soins. Donc pour y répondre, nous avons un critère qui devient impératif et qui concerne le recueil de l'expérience patient à travers ISATIS, pour les établissements qui sont éligibles à ISATIS, mais toute autre forme de recueil de l'expression du patient pour les autres établissements qui ne sont pas éligibles. De plus, nous aurons un critère avancé sur l'évaluation de la prise en charge par les malades des résultats concernant leurs soins. C'est ce qu'on appelle les PROMS, que vous verrez apparaître dans le référentiel de certification. Voilà pour
les évolutions et les enjeux portés par ce référentiel de certification. Il y a d'autres sujets qu'on ne peut pas forcément évoquer là maintenant, mais vous aurez certainement des questions dans le chat. Et je passe maintenant la parole à Loïc Kéribin, adjoint à la chefferie de service de certification des établissements de santé, qui va nous présenter les évolutions méthodologiques de la démarche. Merci. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure en introduction, l'ensemble du dispositif est très stable et je crois que la démonstration vient d'en être faite. Pour autant, il y a de nombreuses critiques qui ont été évoquées pendant les 4 années qui viennent de passer sur certains points qui sont d'organisation des méthodes. Et donc, on a fait évoluer ces méthodes parce que même si elles plaisent et si elles sont appropriées par les équipes, eh bien, sans doute qu'on pouvait les améliorer. Le premier sujet, il concerne la méthode du parcours traceur, cette méthode où on rencontre les équipes et où ensuite on reconstitue le parcours du patient pris en charge dans le parcours. Et bien, cette méthode, elle va évoluer puisqu'on va y intégrer pendant le parcours des échanges avec les patients qui seront rencontrés lors des échanges que peuvent avoir les experts visiteurs sur le terrain. Donc cette évolution, elle concerne ces échanges. La deuxième méthode qui évolue, c'est le traceur ciblé. Alors elle évolue pas dans son principe, on continue à suivre un objet du début du circuit jusqu'à la fin du circuit, pas de changement de ce côté-là, mais ce sont en réalité de nouvelles cibles qui seront suivies pendant ces visites de certification. Un traceur ciblé sur l'isolement et la contention. Ça rejoint ce que disait Patrick à l'instant sur le renforcement des exigences en matière de santé mentale. Donc on va suivre la prescription d'isolement jusqu'à la levée et au débrief avec le patient de la séquence d'isolement. Deuxième cible ajoutée, et là encore, ça concerne l'activité de santé mentale, c'est l'électroconvulsivothérapie, où là encore, on va suivre tout le parcours du patient pour lequel un tel acte est prescrit. Enfin, la troisième cible qui est ajoutée, c'est un traceur ciblé sur les secteurs interventionnels. Et là, même logique, avec la même méthode toujours, on va suivre l'intervention en elle-même, de la rencontre avec le médecin qui l'a prescrit, la rencontre avec l'anesthésiste, et puis tout le parcours au bloc opératoire jusqu'à la sortie du patient vers la médecine de ville. Donc ça, pour le traceur ciblé, pas de changement global sur le fonctionnement de la méthode, mais ce qui change, ce sont bien les cibles. D'autres qui sont maintenues sur les produits sanguins labiles, sur le médicament, tout ça est maintenu dans la prochaine version. Enfin, dernière adaptation en ce qui concerne les méthodes, ça concerne l'audit système. Vous le savez, aujourd'hui, vous avez une rencontre avec la gouvernance sur différents thèmes dans le cadre de cette méthode, une rencontre avec les représentants des usagers pour évaluer leur implication dans la démarche qualité et dans le fonctionnement institutionnel de l'établissement, et une rencontre avec des professionnels de terrain. Là encore, dans les enquêtes qui ont été réalisées, dans les questionnaires de satisfaction qui nous remontent à l'issue de chaque visite, un point a été relevé et on l'a entendu pour intégrer une rencontre avec les équipes d'encadrement, aussi bien médicales et paramédicales, qui font l'objet de critères dédiés dans ce nouveau référentiel. Alors, ces équipes d'encadrement, elles seront rencontrées dans un temps dédié avec 3 axes d'évaluation. Un premier axe autour de leur rôle en matière de déclinaison opérationnelle sur le terrain d'une politique qualité définie à l'échelle institutionnelle, leur rôle en matière de management des ressources dont elles disposent pour réaliser les activités du service. Et c'est notamment dans ce point-là qu'on retrouvera aussi la question de la formation et de l'accompagnement des managers médicaux et paramédicaux à la réalisation de leur mission, avec un point particulier qui est celui sur la formation autour de la gestion des situations de harcèlement ou de violences sexuelles et sexistes. Donc, sur les méthodes, évolution sur le parcours avec des échanges avec le patient, 3 nouvelles cibles du côté des traceurs ciblés et du côté de l'audit système, une rencontre dédiée avec l'encadrement.
Sur le dispositif, autre évolution aussi sur les fiches anomalies. Alors là, on a entendu de nombreuses fois pendant les 4 ans qui viennent, qui sont passés, j'espère qu'on ne l'entendra plus pour les 4 ans qui viennent, sur le fait que le dispositif n'était pas très lisible et que les conditions d'ouverture des fiches anomalies étaient parfois assez floues et en tout cas pas très compréhensibles et difficiles de se projeter pendant la visite sur le oui ou non la fiche va s'ouvrir. Donc on a fait un dispositif qui est beaucoup plus simple, a priori beaucoup plus lisible, ce qui fait que désormais, en tout cas à partir de septembre 2025, dès qu'un élément d'évaluation sur un critère impératif et répond du non, une fiche anomalie s'ouvre. Mais il ne peut pas y avoir plus d'une fiche anomalie par critère impératif. Patrick l'a dit tout à l'heure, 21 critères impératifs, il n'y aura donc jamais plus de 21 fiches anomalies. Et dans chacune de ces fiches anomalies, on va retrouver une à plusieurs anomalies, ce qui devrait simplifier le dispositif. Chaque expert visiteur décrit l'anomalie qu'il a constatée et le coordonnateur réalise une analyse globale sur l'anomalie, savoir si elle est plutôt systémique ou ponctuelle, si elle est connue de l'établissement avec un plan d'action, réaliste ou pas réaliste. C'est cette analyse qui sera attendue de la part du coordonnateur des visites. Et puis, le dernier sujet d'évolution du dispositif, et on va le voir sur la slide, c'est le délai de reprogrammation des visites. Alors, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, les établissements certifiés sous conditions sont replanifiés à un délai maximal d'1 an et les établissements non certifiés sont replanifiés à un délai maximal de 2 ans. Évolution, là aussi avec une forme de simplicité et d'adaptabilité aux attendus des établissements, c'est une replanification qui au final dépendra de la commission de certification elle-même qui fixera le délai dans lequel la visite est replanifiée, qu'on soit certifié sous condition ou non certifié, dans un délai maximal de 2 ans. Et ce délai il sera fixé au regard de 3 critères. D'abord la criticité des dysfonctionnements, et en miroir l'ampleur des améliorations à apporter pour y répondre, et puis la capacité de l'établissement à se mobiliser, c'est-à-dire la force de frappe dont peuvent disposer les établissements pour rapidement répondre aux exigences issues de leur visite. Voilà pour ces 3 évolutions majeures du dispositif. Merci beaucoup Loïc. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est prévu pour accompagner les équipes dans l'appropriation de ces nouveaux enjeux? Existe-t-il des nouveaux supports, des nouveaux outils à la fois pédagogiques et puis d'accompagnement structurant ou de référence? Bien même logique, l'ensemble du dispositif étant relativement stable, les outils qui vont être mis à disposition correspondent plus à des actualisations d'outils qu'à des réels nouveaux outils. Donc vous avez depuis quelques minutes maintenant sur le site internet de l'AHS un nouvel onglet qui apparaît dans la rubrique dédiée à la certification. C'est un onglet qui s'appelle « S'approprier le 6e cycle » et dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations utiles pour découvrir ce référentiel et vous l'approprier. Et parmi les nouveaux outils, évidemment le référentiel, il est d'ores et déjà en ligne. Un guide méthodologique pour vous accompagner à la mise en œuvre opérationnelle de la démarche, 5 fiches pédagogiques qui sont d'ores et déjà publiées et qui décrivent la manière dont doivent se conduire les méthodes et la manière dont les experts visiteurs conduiront les méthodes pendant les visites. L'idée, c'est évidemment de pouvoir se les approprier pour les appliquer dès à présent sur le terrain. Et puis un outil d'appropriation du référentiel, il existait déjà pour le 5e cycle, il a été mis à jour et il est d'ores et déjà disponible, qui permet dès aujourd'hui de découvrir ce référentiel, mais aussi de télécharger des grilles d'évaluation au format Excel pour débuter les évaluations sur le terrain. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. D'abord, les fiches pédagogiques, vous les connaissez et on sait qu'elles sont beaucoup téléchargées. Elles seront actualisées au regard des nouveaux attendus du référentiel. Les premières à venir, elles sont pour les jours qui viennent, autour des secteurs interventionnels, autour des dispositifs médicaux numériques utilisant ou pas l'intelligence artificielle. Ce que Patrick disait tout à l'heure, c'est une vraie nouveauté de ce référentiel. Il y en aura sur la télésanté aussi, et aussi sur la gestion du risque infectieux. Tout ça arrivera dans les prochains jours. Vous allez avoir également la mise à jour du kit de communication autour des critères impératifs avec de nouvelles affiches qui seront disponibles là encore dans les prochains jours sur la base des 21 nouveaux critères impératifs. Alors certains, une bonne partie d'ailleurs sont les mêmes que dans le 5e cycle, mais il y en a des nouveaux et ces outils seront adaptés. Le livret témoignage qu'on a réalisé avec des professionnels de terrain qui nous expliquent comment
eh bien, les attendus de la certification et du référentiel leur ont permis d'éviter certains événements indésirables, là aussi disponibles dans le courant du premier semestre. Et puis enfin, sur Calista, Patrick le disait tout à l'heure, Calista ne change pas, la plateforme reste en l'état. À partir du courant du mois de mars, eh bien, vous pourrez débuter les évaluations internes en utilisant Calista, puisque l'ensemble de l'outil sera mis à jour du nouveau référentiel. Donc voilà pour ces évolutions majeures qui vont se dérouler entre aujourd'hui, puisque les choses sont en ligne pour certaines, jusqu'à l'été 2025. Merci beaucoup, merci beaucoup Loïc. Nous allons maintenant passer à vos questions et nous allons accueillir sur le plateau Isabelle d'Orléans, qui est chef de projet à la Haute Autorité de Santé, au service de certification des établissements de santé et qui a travaillé sur le référentiel de certification. Bonjour à tous. Eh bien, beaucoup de questions dans le chat. Donc, merci beaucoup pour vos questions. La première question, du coup, elle est peut-être pour toi, Loïc. Les experts visiteurs qui rencontrent les patients dans le cadre du parcours consulteront-ils leur dossier? Alors non. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir échanger avec les patients, mais pour les questions qui seront posées dans le cadre du parcours, elles n'ont pas besoin, en tout cas l'expert visiteur n'aura pas besoin de connaître la situation clinique du patient. Ce sont des questions qui sont centrées sur son séjour, sur les conditions de son hébergement ou de sa prise en charge, mais qui ne nécessitent pas une connaissance fine et du dossier du patient, ni même une rencontre spécifique avec l'équipe qui prend en charge le patient, et c'est évidemment ça qui fait la différence avec la méthode du patient traceur, qui restera une méthode qui met en miroir la consultation du dossier avec l'équipe par l'expert visiteur et une rencontre beaucoup plus longue évidemment avec le patient. Très bien, merci beaucoup Loïc. Une question pour Catherine. Catherine, le référentiel porte la télésanté comme exigence. Tous les établissements de santé n'y recourent pas. Comment ces critères seront évalués? Alors effectivement, le référentiel porte la télésanté au cœur des exigences. Alors par télésanté, on englobe nombre d'outils différents qui vont effectivement pouvoir permettre de structurer et de fluidifier les parcours, mais aussi, et nous le savons tous, dans un certain nombre de cas, et notamment de territoires dans lesquels on a des difficultés de recrutement de ressources et d'expertise, effectivement des solutions alternatives au recrutement et donc au problème de démographie médicale. Donc dans ce dispositif, la certification a vocation à accompagner et à sécuriser le développement de ces outils. Merci beaucoup, Catherine. Nous avons une question également qui porte sur la prévention du harcèlement sexiste et sexuel dans le référentiel. Loïc l'a évoqué. En fait, on a un critère maintenant qui porte sur les responsables d'équipe qui bénéficient de formation au management et au coaching. Et dans ce critère-là, il y a un élément d'évaluation qui porte sur le repérage des situations qui sont aujourd'hui des situations qu'on ne peut plus accepter. Et dans la mesure où le manuel de certification, le référentiel de certification porte sur cette thématique, effectivement, on attend à ce que les équipes s'approprient véritablement ces sujets pour un sujet d'ampleur nationale. Quelle place donne-t-on à la prévention des violences envers les soignants et les professionnels de santé? Aujourd'hui, effectivement, les établissements de santé et les professionnels de santé sont confrontés à des situations de violence, de tension. Depuis de nombreuses années, les établissements de santé signalent les situations de violence sur le site de l'Observatoire national des violences en santé. Le référentiel de certification, à travers un critère qui porte sur le plan de sécurisation de l'établissement de santé, attend à ce qu'il y ait un engagement et une démarche travaillée avec l'ensemble des partenaires sur cette thématique-là aujourd'hui dans le référentiel. Une question maintenant pour Isabelle d'Orléans. Bienvenue Isabelle. Quelle place pour la transition écologique dans le référentiel ?
Alors la transition écologique n'est pas un sujet nouveau dans le référentiel, puisque déjà depuis 5 ans au moins, nous invitons les établissements à réfléchir à leur impact environnemental, ainsi qu'à se préparer aux différents risques environnementaux auxquels ils peuvent être confrontés. Et avec les crues, les tempêtes que nous vivons malheureusement, et c'est effectivement un sujet important à traiter. Dans le 6e cycle, nous élargissons ce sujet avec l'intégration des soins éco-responsables. Nous souhaitons inviter les professionnels à travailler ensemble, à réfléchir à leurs pratiques et à l'impact environnemental de ces pratiques. Alors ça passe par réinterroger les matériaux utilisés, avoir la production de déchets que les activités vont pouvoir générer. Par exemple, s'intéresser à la liste de ces médicaments pour voir s'ils sont tous utiles ou s'il faut effectivement en réduire la liste pour éviter trop de périmés qui iront donc dans les déchets. Mais tout ça se fait sans oublier, bien sûr, l'efficacité clinique des traitements. Merci beaucoup, Isabelle. Du coup, Isabelle, je vais te donner encore la parole. À quel moment aurons-nous accès à la plateforme Calista et aux grilles d'évaluation qui seront ajustées ? Bien, dès le mois de mars, vous pourrez avoir en accès le référentiel dans la plateforme Calista et vous pourrez donc, à partir de ce moment-là, réaliser vos propres évaluations en interne, ce qui vous permettra de vous préparer, bien sûr, à vos prochaines visites. Mais n'oublions pas que dès aujourd'hui, vous avez l'outil d'appropriation qui est mis en ligne, dans lequel vous pouvez télécharger un certain nombre de grilles en fonction des tris que vous pouvez faire sur les populations ou les secteurs de prise en charge, ce qui vous permet, dès demain, eh bien, si vous le souhaitez, commencer à faire des évaluations. Merci beaucoup. Alors, Loïc, nous avons beaucoup de questions. Tu as évoqué le parcours traceur et puis la rencontre avec le patient. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui portent sur est-ce que ce parcours traceur sera réservé aux médecins ? Justement, et ça fait le lien avec la réponse que j'évoquais tout à l'heure, non, il ne sera pas réservé aux médecins dans la mesure où il n'y a pas de consultation du dossier du patient. Ce sont vraiment des échanges qu'on pourrait qualifier quasiment d'informel avec les patients qu'on peut rencontrer à l'occasion du parcours, mais on n'a pas besoin, pour les questions qui seront posées dans le cadre de ce parcours, d'avoir une vision complète de la situation clinique, sociale, personnelle du patient, et donc absolument pas besoin de consulter le dossier du patient. Et justement, parce qu'on n'a pas besoin de consulter le dossier du patient, ce sont des échanges qui peuvent se réaliser par des experts visiteurs qui ne sont pas médecins, au même titre que n'importe quel soignant à l'hôpital échange avec des patients dans n'importe quelle condition. Donc non, pas besoin d'être médecin, justement parce qu'il n'y a pas de consultation du dossier. Très bien, merci. Isabelle, est-ce que, comme pour le référentiel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, le contenu du manuel de certification sera disponible au format Excel pour que les établissements puissent le travailler en local ? C'est via l'outil d'appropriation que les établissements disposeront de fichiers Excel avec l'intégralité des éléments qui peuvent donc trier par méthode en mettant en plus des tris possibles selon les secteurs d'activité où ils veulent avoir les grilles. Donc ils ont déjà en accès un format qui leur permet d'avoir ces tableaux Excel disponibles. Avec ces ajouts de cibles, Loïc, le dimensionnement des visites va-t-il être augmenté ? Non, le dimensionnement des visites est le même. Alors évidemment, l'histoire des établissements fait que parfois on peut augmenter son activité, il y a des fusions d'établissements, il y a à l'inverse des réductions d'activité qui sont de nature à augmenter ou à réduire le nombre d'experts visiteurs ou de jours de visite. Mais hormis ces cas d'évolution de l'offre de soins de certains établissements, le dimensionnement sera le même que celui qui a été planifié précédemment. Alors comment est-ce qu'on arrive, malgré plus de rencontres, et j'évoquais l'encadrement tout à l'heure, et plus de cibles suivies dans le cadre de cette méthode, à maintenir un dimensionnement, c'est sans doute que dans un certain nombre d'établissements, on va réduire le nombre de patients traceurs. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a entendu pendant les années qui viennent de s'écouler sur le 5e cycle. Au-delà d'un certain nombre de patients traceurs, les experts visiteurs nous disent qu'on n'apprend plus de choses sur la réalité de la prise en charge des patients. Donc on a pu ajuster autour du nombre de patients traceurs, et donc en réduisant un peu le nombre de patients traceurs, alors évidemment il ne faut pas qu'on tende vers 1 ou 2, mais en réduisant un peu, on a réussi à dégager du temps pour augmenter d'autres méthodes tout en maintenant un dimensionnement et le même cadre
que dans le 5e cycle. Du coup, question suivante, cher Loïc. Dans le cas d'un GHT avec des visites qui sont réalisées à des dates différentes pour plusieurs sites, dans quel délai se fera la visite globale du GHT? Je ne pense pas qu'il y ait de changement particulier par rapport. Non, pas de changement. Là aussi, le Code de la santé publique impose la synchronisation des visites des GHT. Par synchronisation, la HAS entend un regroupement sur un calendrier relativement resserré des établissements qui composent le GHT. Donc le principe reste le même. L'ensemble des établissements partis à un GHT est visité sur une période de 6 mois. Alors, il y a quelques exceptions pour des très gros GHT de 14, 15 ou plus d'établissements. Mais enfin, le principe, c'est la visite de l'ensemble des établissements partis au GHT en 6 mois. Ce qui permet aussi d'avoir une vraie visibilité de la cohérence territoriale. Oui. Oui. Donc c'est l'ajout de Catherine Gindre, oui, effectivement, sur la cohérence territoriale par rapport à une certification. D'ailleurs, c'est effectivement un enjeu attendu. Alors, il y a une question qui porte sur le calendrier de visite à partir de septembre 2025. Est-ce qu'il est déjà défini? Donc, il y a déjà des établissements qui sont planifiés à partir de septembre 2025. Et nous serons amenés à proposer les visites de certification, effectivement, à l'ensemble des experts visiteurs à partir de la fin janvier, début février. Je pense que cette question devait être posée par un expert visiteur. Mais sinon, les établissements de santé connaissent, eux, leur date de visite. Les experts visiteurs auront leur planification de visite à compter du mois de septembre. Question pour Isabelle. Le renforcement du numérique va-t-il conduire à une participation plus importante des experts visiteurs numériques dans le déroulé de la visite? Pour le moment, donc, les experts visiteurs numériques sont présents une journée sur site, généralement le deuxième jour. Ils rencontrent la gouvernance, donc ils vont continuer à rencontrer la gouvernance et ils vont aussi rencontrer les équipes avec des questions supplémentaires, notamment sur la maîtrise des risques des outils par rapport aux outils numériques. Est-ce qu'ils ont bien connaissance, notamment quand ils sont connectés à l'IA, des risques que ça encourt pour eux-mêmes en tant que responsabilité et aussi pour les patients, puisque quand on utilise des outils qui sont connectés à l'IA, il faut aussi informer le patient que ces outils servent aussi à sa prise en charge. Effectivement, le patient doit être informé à chaque fois, important. Alors, le traceur ciblé sur l'isolement et les contentions sera réalisé uniquement pour les établissements psy. C'est une question qui est posée également. Alors, sur l'isolement, oui. La contention, non, parce que la contention concerne l'ensemble des établissements de santé, sachant que ce sont des pratiques à risque, ce sont des pratiques attentatoires aux libertés, et donc qui nécessitent effectivement une surveillance particulière. Et un enjeu fort, puisque l'idée quand même est de réduire le nombre d'isolements dans les établissements. On voit d'ailleurs des pratiques assez différentes d'un établissement à l'autre, avec des établissements qui ont un recours assez important à la pratique d'isolement, d'autres établissements non. Et donc du coup, il y a effectivement à discuter à chaque fois de la pertinence de ce type de mesures qui ont un impact majeur sur le patient. Pour l'hospitalisation à domicile, comment organiser les parcours traceurs avec rencontre de patients? Loïc, est-ce qu'on peut apporter des éléments de réponse sur l'organisation des parcours traceurs avec rencontre de patients en HAD? Alors aujourd'hui, en HAD, l'organisation des visites et les experts visiteurs qui ont l'habitude de conduire de telles visites adaptent évidemment le calendrier aux méthodes. Et il n'est pas rare de voir le parcours réalisé en même temps que le patient traceur et en même temps qu'un traceur ciblé, quitte à être chez le patient. On peut évaluer le parcours à travers ce patient, faire le patient traceur et puis voir le circuit du médicament au domicile, c'est l'enjeu. Donc, pas d'énormes changements en la matière. On continuera à optimiser au maximum le déplacement au domicile du patient pour déranger le moins de patients possible. Et les questions qui seront posées dans le cadre du parcours pourront être posées au patient une fois qu'on est chez lui ou aussi dans le cadre du patient traceur. Là encore, l'idée n'est pas de rigidifier l'ensemble, mais plutôt de simplifier et d'optimiser et les déplacements et les rencontres de patients, des patients qu'on sollicite.
Merci Loïc. Catherine, je pense que c'est dans la continuité de l'élément de réponse que tu as apporté tout à l'heure. Y a-t-il une dimension territoriale de l'évaluation qui est portée par la certification ? Oui, il y a une dimension territoriale, elle est portée, et on vient de le voir et de l'illustrer dans le cadre de l'approche par GHT, mais pas uniquement. C'est une approche qui est globale, qui permet effectivement de mesurer la réalité de la situation, tous établissements, tout type d'établissement, à un instant donné sur un territoire donné, et qui nous permet aussi, au travers de l'analyse des parcours et des différentes modalités de prise en charge, d'appréhender la qualité et la fluidité de ces parcours. Donc il y a une vraie dimension territoriale et un vrai enjeu d'approcher l'hétérogénéité et donc l'amélioration portée par l'ensemble des logiques de parcours et d'interaction entre les différents établissements. Ouais, effectivement, l'enjeu est quand même assez structurant d'ailleurs pour nous tous, hein, pour nos établissements de santé. Du coup, on va revenir sur quelque chose de plus qui va concerner les secteurs à risque et les secteurs critiques, notamment concernant les blocs opératoires. Et on nous demande de développer le nouveau critère impératif pour la checklist en secteur opératoire. Et quel changement par rapport au cinquième cycle de la certification ? Le changement porte essentiellement sur la méthode qui va être déployée, puisque jusqu'à présent, les secteurs opératoires étaient vus dans le cadre des parcours patients. Là, on met en place un traceur ciblé qui sera déployé dans plusieurs secteurs opératoires quand il y en a. Et l'idée, c'est de suivre, du moment où elle est prescrite, une intervention et de voir le fonctionnement du bloc opératoire autour de cette intervention. Ceci, bien sûr, va permettre aux experts d'aller voir comment se déroule une checklist et d'assister officiellement aux premières étapes de cette checklist. Ça va aussi permettre de voir comment fonctionne le bloc opératoire et de comment l'équipe du bloc opératoire suit ces indicateurs de fonctionnement. On va regarder aussi comment le risque infectieux est traité au niveau du bloc opératoire, notamment avec les endoscopes. Donc tout ça va permettre d'évaluer le réel fonctionnement de l'ensemble des blocs opératoires d'un établissement de santé. Donc c'est la méthode qui change. Et Loïc, pour préciser le propos d'Isabelle sur la méthode, on l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a effectivement la fusion de ces deux critères sur la mise en œuvre et sur l'évaluation en un seul critère impératif. Donc ça, c'est aussi un changement. Et il y a un changement sur l'attendu également, puisque vous le savez, aujourd'hui, la HAS prône évidemment l'utilisation de la checklist, mais aussi la possibilité de personnaliser et d'adapter la checklist à l'activité et de ne pas forcément rester sur la checklist telle qu'elle existe depuis des années, mais de permettre aux équipes de travailler pour garder les items principaux, l'objectif final étant éventuellement de mieux s'approprier la checklist et donc de mieux l'utiliser. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est désormais porté par ce référentiel, la checklist générique et puis spécifique s'il était de besoin. Et là aussi, les experts visiteurs vont aller questionner l'équipe sur la manière dont ils ont travaillé pour adapter cette checklist. Donc il y a un changement de méthode, mais il y a aussi un changement au fond dans l'évaluation. Merci Loïc pour ce complément important, effectivement. Et du coup, tu vas garder la parole. Est-ce qu'on a prévu de modifier les critères tous les ans ? Alors, on ne va pas modifier tous les critères tous les ans, mais le principe qui présidait depuis 4 années maintenant, c'est effectivement de poursuivre cette logique d'adaptation. Ce que disait le président en introduction, c'est que chaque année, on va, à l'instar de ce qu'on a fait, introduire des adaptations au dispositif. Donc, ça ne sera pas une grosse évolution annuelle comme on vous la présente aujourd'hui, mais à l'instar de ce qu'on a fait l'année dernière, en ajoutant des critères sur le numérique, éventuellement avec un nouveau profil de V. Ça pourrait être aller plus loin, comme l'évoquait Isabelle tout à l'heure, sur le développement durable et l'accélération évidemment de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé pourront nous amener à augmenter chaque année l'exigence en matière de maîtrise des risques liés à l'intelligence artificielle. Donc non, on ne ferme pas du tout la porte, au contraire même, à cette logique d'adaptation annuelle. Les actualisations réglementaires aussi. Absolument. Oui. Du coup, Catherine, une question porte sur que compte faire la HAS pour alléger la charge que représente la certification dans les évaluations ESSMS dans les établissements mixtes, en fait, avec des calendriers. Est-ce qu'il y a une harmonisation des calendriers qui est prévue ?
C'est-à-dire que nous avons parfaitement conscience de la lourdeur et de la complexité, en fait, de la situation pour ces établissements dits mixtes, c'est-à-dire qui conjuguent des activités sanitaires et des activités médico-sociales avec des logiques d'évaluation qui sont différentes. Bon, on essaye d'avancer sur ce qui nous paraîtrait être la solution la plus simple, qui est celle du droit d'option. Mais cette solution, aujourd'hui, fait l'objet de... disons, d'un certain nombre de blocages législatifs et qu'il faut, sur lesquels nous n'avons pas la main et sur laquelle nous allons remettre effectivement autant qu'on le pourra le travail sur l'ouvrage. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a un vrai blocage là-dessus et pourtant, ça serait la meilleure solution pour pouvoir permettre aux établissements de faire le choix prioritairement d'un mode d'évaluation ou de l'autre. Isabelle, est-ce qu'il y aura des propositions de grille PREMS et PROMS que les établissements pourront utiliser auprès des patients en fonction du type d'établissement? Question intéressante. Nous avons déjà un certain nombre de grilles qui sont disponibles par les sociétés qui les créent, puisque ce sont des questionnaires qui sont très spécifiques. Et je pense que l'ensemble de nos partenaires continuera à développer ce genre d'outils. Et nous pourrons toujours, bien sûr, en faire la promotion au niveau de la Haute Autorité de Santé. Très bien, merci. Les exigences en matière de RGPD et cybersécurité seront-elles renforcées? Du coup, Isabelle? Bien sûr, enfin, les exigences, elles existent. Il est important que tout le monde les respecte. Et donc, nous nous attacherons toujours à s'assurer que ces exigences sont effectivement respectées partout et que tout le monde connaisse les risques à ne pas respecter ce droit-là qui est obligatoire pour les professionnels de santé par rapport aux patients dont ils ont la charge. Loïc, quelle différence entre parcours traceur en chirurgie et traceur ciblé intervention ou en secteur interventionnel, j'imagine? Alors, il y en a le parcours en chirurgie, par définition, il va reconstituer l'ensemble du parcours du patient dans que ce soit la consultation chez le chirurgien avec l'anesthésiste, l'arrivée pour l'intervention et puis le retour dans le service de chirurgie ou l'unité de chirurgie ambulatoire avec la sortie. Donc, on est sur la prise en charge du patient et le parcours du patient dans la chirurgie. Mais on ne va pas évaluer dans ce cadre-là le fonctionnement, je vais dire, technique du bloc opératoire. Ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est-à-dire que dans le traceur ciblé, là pour le coup, on va vérifier un certain nombre de points qui sont liés au fonctionnement même du bloc opératoire, sur la charte de bloc, sur la préparation du programme opératoire, comment est-ce qu'on intègre ou pas les urgences au sein du programme opératoire, sur le fonctionnement technique de la SSPI, le respect d'un certain nombre de prérequis en matière de ressources humaines pour faire fonctionner le bloc opératoire, mais on n'est pas sur la prise en charge du patient et sur son parcours. Et les deux méthodes sont bien différentes en la matière. Merci beaucoup. Le critère qui porte sur l'identitovigilance a-t-il été actualisé? Et l'identitovigilance a-t-elle intégré les critères du numérique au regard de la majoration du risque en cas d'erreur d'identité? Et donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément porte sur la prise en charge des personnes décédées, puisqu'il peut y avoir aussi des erreurs d'identité sur la prise en charge des personnes décédées, nous dit la personne qui pose la question. Alors, le critère, effectivement, sur l'identitovigilance a été révisé. Nous allons rechercher à ce que les établissements expliquent les règles, c'est à eux de définir leurs propres règles dans tous les cas qui peuvent se présenter, hein, que le patient soit en capacité ou pas de décliner son identité. Et puis il y a la fameuse qualification de l'identité nationale de santé avec tout ce que ça peut engendrer, surtout s'il y a un rejet du téléservice, etc. Donc ce sont aux établissements de définir leurs règles et de les faire respecter dans tous les secteurs de l'établissement. Donc il faut que les personnels qui soient en charge connaissent tous les risques, sachent repérer les erreurs d'identité, sachent déclarer ces erreurs d'identité auprès de la cellule identitovigilance, par exemple. Et puis, on va mettre aussi l'accent sur l'identité secondaire.
avec des dispositifs que l'établissement pourra choisir en fonction du type de patient pris en charge. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que chaque patient entrant dans un établissement soit porteur d'un bracelet d'identification, mais qu'il y ait effectivement une identité qui soit connue, appliquée à tous les niveaux de la prise en charge. Et que bien sûr, le patient soit informé et qu'il sache pourquoi, notamment, on lui demande plusieurs fois de décliner sa propre identité. Parce qu'il y a effectivement un risque et qu'il est important qu'on puisse donner le bon soin au bon patient au bon moment. Merci Isabelle, c'est très complet. On peut peut-être rajouter que pour être aidé dans ce travail autour de l'identitovigilance, on peut se référer à sa structure régionale qui travaille sur le sujet. C'est les Trois-Rives. Hein, dans chaque région, il y a un correspondant. Quelle est la place de la conciliation médicamenteuse? Alors, la conciliation médicamenteuse, c'est effectivement un sujet qui était un critère avancé dans le 5e cycle de la certification, qui, dans ce 6e cycle, concerne des populations qui auront été ciblées. Et c'est important parce qu'en fait, l'idée étant quand même de lutter contre la iatrogénie et de lutter contre les effets indésirables qui pourraient être évités. Et donc, c'est un enjeu de santé publique qui est très important et qui, du coup, devient un critère standard pour ce cycle de certification. L'audit système encadrement concernera-t-il l'encadrement paramédical et médical, Loïc? Oui. Absolument, c'est bien les deux populations qui sont visées, encadrement paramédical et médical. Alors évidemment, dans les gros établissements, il ne s'agira pas de convoquer à cette rencontre l'ensemble des managers médicaux et paramédicaux, mais bien une représentation. Et dans des établissements de taille plus modeste, eh bien, on pourra rencontrer l'ensemble des équipes qui sont en charge. Mais oui, c'est bien paramédical et médical. Le rôle des deux étant absolument fondamental dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la déclinaison opérationnelle d'une démarche institutionnelle et puis évidemment le management des équipes et la gestion des ressources. Merci Loïc. On a évoqué pendant les présentations précédentes la lutte contre l'antibiorésistance. Catherine l'évoquait, je l'évoquais dans les changements au niveau du référentiel de certification. Isabelle, sur quoi portent les nouveaux critères de la lutte contre l'antibiorésistance ? Nous avons un nouveau critère impératif sur la pertinence de la prescription d'antibiotiques. L'idée étant bien sûr de réfléchir au bon antibiotique au bon moment pour que l'antibiorésistance soit vraiment un sujet d'actualité dans tous les établissements. C'est un sujet qui est important au niveau national, mais qui est porté par l'OMS. Donc c'est vraiment quelque chose que chaque professionnel de santé en France et à travers le monde doit pouvoir traiter et garantir, parce que bien sûr ça pouvait créer des déficiences pour les patients, de toujours donner des antibiotiques comme ça. Il faut vraiment une justification. Le justifier, oui. Du coup, est-ce que... Alors, rien à voir, pardon, pas du coup, mais Loïc, pour les services de consultation, parce qu'on a intégré donc, les services de consultation externes dans le 6e cycle de la certification, est-ce que ces services seront investigués lors des parcours traceurs, notamment afin d'analyser le système de communication du dit service interfacé avec le DPI de l'établissement? Question un peu longue. Mais c'est surtout ça, effectivement. Mais c'est l'enjeu. C'est tout l'enjeu d'avoir intégré effectivement les consultations externes dans cette évaluation. C'est de voir comment est-ce que se passent les interfaces entre le secteur de consultation et le service et inversement, pour que l'ensemble du parcours du patient soit le plus fluide possible dans les informations. On sait bien que c'est à ce moment-là, dans les interfaces, qu'on perd de l'information et que les risques principaux se potentialisent. Et donc, l'objectif était là. Donc, ça peut être par des systèmes d'information, mais il peut y avoir d'autres systèmes. Le cœur du sujet autour des consultations, c'est de simplifier la vie du patient pour l'aider à se repérer dans le système de santé et de prendre les rendez-vous, d'aller vers les personnes qui sont celles qui vont pouvoir améliorer sa prise en charge. Et aussi, l'autre enjeu de l'intégration, c'est effectivement le sens de cette question, c'est de fluidifier la transmission d'informations entre l'ensemble des professionnels, et ils sont de plus en plus nombreux à intervenir dans des pathologies ou complexes et chroniques.
Cette question est la continuité de celle qui était précédente et qui te concernait, Loïc. L'audit système médical et paramédical inclut-il les prestataires libéraux ou uniquement le personnel salarié? On est bien sur de l'encadrement, par contre, hein, Oui. sur un niveau d'encadrement. Alors, a priori, c'est un des objectifs du test et des tests qu'on va faire dans le courant du printemps, dans plusieurs types d'établissements, pour voir dans quelle mesure on est en capacité de mettre des bornes à quoi ça ressemble et à qui, pour pas qu'on mobilise l'ensemble des professionnels, qu'on surmobilise pas non plus des ressources médicales sur le territoire. Donc ça, c'est un des enjeux des tests qu'on va mener. Et donc, à date, je peux pas clairement vous répondre, mais on reprécisera tout ça d'ici le mois de septembre. Et dans le cadre de la formation des experts, évidemment. Oui, on pourra amener du coup des éléments complémentaires de réponse. Comme tu parles de la formation des experts, il y a justement une question sur la formation des experts. Qu'en est-il de cette formation? Eh bien, en fait, nous sommes en train de travailler sur de nouveaux modules de formation pour accompagner effectivement ce 6e cycle. Il va falloir accompagner et développer les compétences des experts visiteurs sur ce sujet. Les formations vont débuter à partir du mois de mars. Le e-learning va débuter à partir du mois de mars. Et puis, il y aura en région des séminaires qui vont venir à la rencontre de chaque expert visiteur pour effectivement permettre à chacun de s'approprier bien les enjeux. Par ailleurs, nous avons également des formations présentielles qui vont concerner un certain nombre de coordonnateurs, tous les coordinateurs à terme, mais qui portent sur le management d'équipe et notamment qui portent sur le sujet autour des violences sexuelles et sexistes. Donc voilà, donc on a une ingénierie de formation qui se développe, qui va être opérationnelle à partir du mois de mars et qui va concerner l'ensemble des experts visiteurs qui seront prêts à partir pour septembre 2025 pour débuter les premières visites du 6e cycle. Sans transition, une question qui concerne les médicaments à risque. Est-ce que cette approche par médicaments à risque évolue, Isabelle? Alors, nous avons fait évoluer le sujet en parlant plutôt d'erreurs médicamenteuses plutôt que médicaments à risque. Et donc, le critère a été révisé pour traiter ce sujet-là. Et bien sûr, on retrouvera les éléments qui ont été déjà inscrits dans le référentiel du 5e cycle. Mais voilà, c'est surtout les erreurs médicamenteuses et la prévention surtout des erreurs médicamenteuses qui va nous importer dans le référentiel qui a été publié ce matin. Merci Isabelle. C'est effectivement quelque chose de très important, ce changement d'approche. Catherine, à l'heure où les établissements, tu l'as évoqué, en fait, ce contexte d'établissement un petit peu difficile et compliqué, cette tension, à l'heure où les établissements de santé souffrent du manque de personnel paramédicaux et médicaux, de problèmes financiers, de manque de lits d'aval, en quoi la 6e itération peut venir nous aider? C'est la question de l'auditeur. Alors, venir nous aider. Je pense que, d'abord, le président l'a dit tout à l'heure, nous avons parfaitement conscience de la situation extrêmement tendue et difficile et de manière récurrente dans laquelle évoluent les établissements de santé. J'en profite pour passer un message en vous disant qu'on appréhende d'autant mieux cette situation quand les établissements produisent avant les visites une note de contexte qui est absolument libre dans sa forme, mais qui nous permet de disposer de l'ensemble des éléments que vous souhaitez pointer et qui nous permet de caractériser le contexte spécifique de votre établissement et donc d'en mesurer un certain nombre d'éléments de conséquences. On l'a fait pour la 5e itération, on le fera pour le 6e cycle. Donc, n'hésitez pas à continuer à avoir cette réflexion préalable qui nous aide beaucoup et qui permet aux experts de particulièrement bien recontextualiser les conditions dans lesquelles ils assurent les visites. Alors, deuxième élément, vous l'avez vu tout à l'heure dans les résultats qu'on a produits sur l'état d'avancement donc de la 5e certification et des résultats qu'on a obtenus sur 70% des établissements qui ont eu une décision de certification. 87% des résultats permettent effectivement de considérer que les établissements remplissent les exigences attendues du référentiel, ce qui est plutôt
une bonne nouvelle, en tout cas l'idée d'une qualité satisfaisante obtenue, ce d'autant que nous avions changé le critère, comme on le disait tout à l'heure, enfin la logique qui consistait à passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique d'amélioration continue, on voit bien qu'elle permet d'atteindre des résultats qui sont globalement, qualitativement satisfaisants, avec des disparités que là non plus nous ne nions pas, des disparités qui sont régionales, qui sont structurelles, qui sont de nature différente. Ce que l'on appréhende, ça n'est pas que tout va très bien dans le meilleur des mondes, nous le savons encore une fois parfaitement. Et ce que l'on pense, c'est qu'au travers de ce 6e cycle, ce que l'on pourra effectivement mesurer aussi et vous accompagner à mesurer, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande hétérogénéité de situations que l'on constate, y compris dans la composition des équipes, la mobilisation de ressources potentielles de chacune des équipes. Et on sait très bien que tout n'est pas parfait. Mais ce que l'on mesure et qu'on espère mesurer encore mieux à l'occasion de ce cycle, c'est l'idée que, effectivement, avec des moyens, des situations différentes, des contextes parfois extrêmement compliqués, ce que, encore une fois, nous mesurons très bien, eh bien, effectivement, vous, professionnels, arrivez à mobiliser des ressources et en tout cas des dynamiques pour soigner au mieux les patients qui vous sont confiés. Et ça, je pense qu'on arrivera encore mieux à l'occasion de ce cycle à le pointer. Bien entendu, nous avons aujourd'hui des situations qui sont critiques. On vous l'a montré tout à l'heure, toujours dans ces camemberts, 4% d'établissements ne répondent pas du tout aux exigences attendues du manuel. Ça fait à peu près, en l'état actuel des choses, environ 80 établissements ou plus de 80 établissements qui ne sont pas conformes aux attentes du référentiel et qui vont absolument nécessiter un renforcement de l'accompagnement que l'on pourra apporter, à la fois sous la forme d'un suivi rapproché et d'un dispositif d'accompagnement. Donc c'est un objectif que l'on s'assigne à travailler de manière renforcée et coordonnée avec les ARS et avec l'ensemble des structures d'accompagnement complémentaires qui peuvent nous aider là-dessus. Et je vous renvoie sur ce fait au webinaire qu'on a organisé, c'était au mois d'octobre, et qui a permis effectivement de vous présenter l'ensemble des acteurs qui, autour des ARS, effectivement, sont des partenaires dans l'accompagnement des établissements. Merci beaucoup, Catherine, pour cette réponse extrêmement complète. Une question dans le chat qui porte sur qu'attend-on des RU lors de la certification? Qu'est-ce qu'on attend des représentants des usagers? Les représentants des usagers, ils ont, on l'a vu, dans le référentiel, un rôle important dans le management du point de vue du patient en établissement de santé, notamment à travers la forme que peut représenter le projet des usagers. Donc, on attend à ce qu'ils puissent... D'abord, il y a une rencontre spécifique, donc qui leur permet effectivement d'exposer l'ensemble de leurs travaux, de leurs missions, de la manière dont les relations avec la gouvernance, avec les équipes se déroulent. Ils ont donc un rôle important de transmission aussi, des relations qu'ils peuvent entretenir avec l'ensemble des usagers qu'ils peuvent être amenés à rencontrer assez régulièrement. Ce rôle d'interface est important et il est soutenu dans le référentiel de certification. Et donc, on attend qu'ils soient là, qu'ils puissent nous rendre compte de leurs travaux et que ces travaux servent l'intérêt général. Patrick, peut-être on peut compléter là-dessus en disant que justement dans le 6e cycle, ce que l'on attend aussi et que l'on a prévu, c'est qu'effectivement les usagers puissent nous illustrer, je dirais à l'appui aussi de ce que nous exprimeront les professionnels eux-mêmes, la dynamique qui s'instaure dans le rôle particulier moteur qu'ils vont jouer. C'est-à-dire pas seulement un rôle de représentation, de figuration dans un exercice convenu, mais aussi toutes les démarches
d'initiatives qui peuvent être prises au sein des établissements pour à la fois concrétiser les éléments obligatoires, par exemple le projet des usagers. La question ne sera pas seulement de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas, mais de savoir s'il est mis en œuvre, comment il est porté, comment il est suivi, comment il est évalué. De la même manière, toutes les expériences autour des patients experts et du développement de ces logiques de patients experts seront là aussi accompagnées, valorisées dans le sixième cycle. Merci Catherine pour ce complément important. Sur l'accréditation des médecins, est-ce que les critères ont été modifiés, Isabelle, Loïc? Alors, sur le sujet, pas du tout, parce que l'accréditation des médecins et des équipes médicales est un dispositif à engagement volontaire. Donc, nous ne pouvions pas augmenter l'exigence sur le sujet. Donc, nous l'avons laissé en critères avancés, comme dans le référentiel actuel. Par contre, ce que nous avons fait passer au niveau d'une exigence attendue, c'est la promotion par les gouvernances de ces dispositifs lorsque des équipes peuvent être éligibles à ce dispositif. Merci, merci Isabelle. Du coup, une question porte sur qu'en est-il de l'interface avec les services dits supports que sont les laboratoires, la pharmacie, la radiologie, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'hôpital et du suivi des patients. Loïc, est-ce que tu peux... Mais c'est la logique de parcours, c'est-à-dire c'est dans le cadre du parcours qu'on va pouvoir évaluer la manière dont l'ensemble des services fonctionnent avec ces services, on va dire, support prestataires, qu'ils soient internes ou externes, puisque ça vaut aussi bien pour les services d'imagerie au laboratoire qui sont retenus, qui sont en ville, on va dire. Donc ces interfaces aussi, elles s'évaluent à ce moment-là. Donc la logique autour de l'imagerie du laboratoire reste la même que dans le 5e cycle, c'est-à-dire qu'on attend évidemment la fixation d'un certain nombre d'exigences qualitatives dans les relations entre les services et le laboratoire, l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs, notamment autour de la qualité des prélèvements, de l'analyse, des délais de rendu. Tout ça ne change pas sur ce 6e cycle. Ce qui est attendu en revanche pour les laboratoires, et c'est une augmentation de l'exigence, c'est un élément d'évaluation qui est dédié à l'accréditation COFRAC, ce qui permettra aux experts visiteurs de valoriser le fait que le laboratoire ou le recours à un laboratoire accrédité par le COFRAC. Et on peut aussi peut-être Catherine rajouter qu'effectivement, l'appréhension de cette évaluation se fera aussi au travers de la dimension territoriale. Parce que dans beaucoup de cas, ces services supports sont des services qui sont mutualisés ou utilisés pour le compte, par exemple, de plusieurs établissements du GHT, etc. Et là, la dimension territoriale sera illustrée. Donc on a effectivement à la fois une approche territoriale et une approche parcours, effectivement, qui va compléter. Une question qui revient sur les établissements qui ne disposent pas, sur les relations avec les usagers, mais les établissements qui ne disposent pas de représentants des usagers. Et cet auditeur nous dit que parfois il peut y avoir, ces établissements-là peuvent être sanctionnés. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien la question, il y a une réponse non qui est sans doute apportée à l'audit sur la disponibilité des représentants des usagers. Toutefois, le référentiel de certification cherche à ce que le point de vue des usagers à l'échelon individuel et collectif puisse être évalué. Et donc, il faut pouvoir, même s'il n'y a pas de représentant des usagers désigné, ce qui peut être anormal, une anomalie, mais qu'il y ait en tout cas une démarche de recueil de l'expression des patients qui soit collectivement organisée pour permettre effectivement à ce que l'établissement s'approprie quand même les sujets portés par les usagers d'un point de vue collectif. Oui, on peut peut-être dire là qu'effectivement, Catherine. On a été confronté un certain nombre de fois, donc ça n'est pas un sujet totalement nouveau pour nous, on l'a vu à plusieurs reprises, des établissements qui exprimaient la difficulté qu'ils avaient eue à obtenir la désignation réglementaire de représentants des usagers pour leur établissement. Et effectivement, tu viens de répondre sur le fait que ça
ne les exonère pas de trouver les voies et moyens de faire exprimer le point de vue des usagers, ça peut nous permettre, nous, au moment donc des rapports de certification, d'alerter les ARS sur le fait qu'effectivement certains établissements se trouvent durablement en situation difficile par rapport à la désignation de représentants des usagers dans certains établissements et que c'est une forme d'alerte que l'on peut relayer pour essayer d'accélérer les désignations. Merci Catherine. Loïc, y a-t-il des évolutions concernant la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ? Non, le critère reste un critère impératif au même titre que celui du 5e cycle. L'évolution, elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un critère sur lequel il y avait beaucoup d'éléments d'évaluation où au final chacun avait assez peu de poids. Et ce que disait tout à l'heure Patrick dans son propos, c'était de dire qu'on a condensé pour pouvoir donner plus de poids, mais les exigences formelles restent les mêmes, aussi bien sur la préparation, sur la préparation à la crise, on va dire, les exercices de crise et la capacité à sortir de la crise et à en tirer expérience pour préparer la prochaine. Merci Loïc. Effectivement, se préparer à la crise, c'est vraiment important. On a vu combien c'était structurant pour les établissements de santé. L'isolement et la contention des mineurs en psychiatrie, qu'en est-il ? En fait, la pratique est interdite. Donc le sujet, c'est lorsqu'effectivement il y a des mineurs qui sont isolés. L'idée, c'est que, et c'est en concertation avec les équipes du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la détention, qu'il y ait une organisation qui soit mise en place, qui sont au moins équivalentes à celles prévues pour les adultes. Je rappelle juste que isoler un mineur, donc c'est pas prévu par la loi. Les gens qui sont isolés, les adultes qui sont isolés, le sont dans le cadre de soins sans consentement. Dans ce cadre-là, il y a des voies de recours, il y a un contrôle qui est exercé par le juge des libertés de la détention, et que lorsqu'un mineur est isolé, ces droits-là ne lui sont pas donnés. Et donc, il y a une vraie vigilance à avoir sur ce sujet-là. Et donc, dans le cadre du référentiel de certification, effectivement, les experts visiteurs seront attentifs à la manière dont ces situations-là sont mises en œuvre dans les établissements de santé. Il est 13h51. Je pense que nous allons malheureusement devoir finir avec les questions. Peut-être la dernière, et donc je vais la poser à Loïc. Est-ce que pacte est exigé ? Non, pacte n'est pas exigé. Il reste dans le référentiel des critères sur le travail en équipe, évidemment, et ça reste un des enjeux du référentiel, mais le recours à l'ensemble de dispositifs pacte est aujourd'hui pas une exigence du référentiel du 6e cycle, pas plus d'ailleurs qu'il l'était dans les critères standards du 5e cycle. Pour autant, la HAS continue à faire la promotion du dispositif. C'est un dispositif dans lequel elle croit et qu'elle continue à porter dans le cadre de ce référentiel, mais l'exigence formelle n'est pas plus dans le 6e référentiel que dans le 5e. Merci Loïc. Merci à vous tous d'avoir posé vos questions dans le chat. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais nous saurons vous donner des éléments de réponse par la suite et dans les jours qui viennent. N'oubliez pas de renseigner le questionnaire de satisfaction qui est disponible dans le chat, et je vais tout de suite accueillir sur le plateau Amélie Lancio, directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et Jean Lessy, directeur général de la Haute Autorité de Santé. Amélie. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Patrick et un grand merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous. Merci pour la qualité de ces présentations. Merci pour la qualité des réponses aux questions et de l'ensemble de ces questions. Vous avez été nombreux. On a eu beaucoup de questions et on va essayer bien sûr de continuer à y répondre. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du service, l'ensemble des collaborateurs du service de certification, mais aussi les parties prenantes, les usagers,
les experts visiteurs et aussi les coordonnateurs de l'ensemble de ces visites pour la construction, la co-construction de ce nouveau cycle qui est important, qu'on vous a présenté. Et bien sûr, on continuera à vous accompagner, l'ensemble des établissements, mais aussi les professionnels de santé. Alors, les travaux qui sont portés par la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ce sont des travaux importants sur des recommandations, sur des parcours, des indicateurs. On a parlé d'ISATIS, on a aussi parlé de l'accréditation des médecins et des accréditations des équipes, mais aussi tout ce qui est autour du numérique est important et vise à guider l'ensemble des établissements, mais aussi des professionnels de santé pour augmenter le niveau en fait, de la prise en charge de nos patients. On l'a bien vu par la certification, elle le porte. Ces différents travaux sont intégrés, mobilisés dans le référentiel. Et c'est un vecteur important pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé. Comme le disait Catherine Gindre, quand il y a des décisions de certification, parfois il peut y avoir des certifications sous condition ou des non-certifications. Sachez que nous avons donc des relations étroites avec les différentes ARS. Je pense que tu l'as évoqué. C'est important pour pouvoir aider les établissements, pour les établissements eux-mêmes, mais aussi dans le cadre de la territorialisation, en fait, tout ce dont on a parlé au préalable. Enfin, pour accompagner les établissements dans ces différents dispositifs, sachez qu'il y a des structures nationales et régionales comme l'ANAP, la FORAP, le C2DS, les CEPIAS, GRAD, Omedit, et on a parlé aussi des Trois-Rives, qui sont là pour accompagner les établissements et les professionnels de santé. Et sachez que nous, on accompagnera aussi toujours dans toutes les démarches de qualité et de sécurité des soins pour tous les patients qui sont pris en charge dans notre système de santé. Je vous laisse la parole, Jean. Merci Amélie, merci à tous. Au vu des enjeux du système de santé, le dispositif de certification de la HAS doit être solide et cohérent. Cohérent avec les évolutions sociétales, avec l'évolution des besoins aussi sur le terrain, également avec les avancées technologiques et avec l'évolution des conditions d'exercice. Les tensions du système de santé des établissements particuliers ont déjà été rappelées. Pour être cohérent et pour le rester, il faut que le dispositif soit vivant. Le président Lionel Collet, en introduction, a rappelé le besoin de stabilité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution dans ce 6e cycle, mais des évolutions qui ont été très bien présentées par les précédents intervenants. Et à l'avenir, il continuera à y avoir des adaptations pour précisément faire vivre ce dispositif dans la durée. Et pourquoi il faut qu'il soit vivant? Pour 3 raisons. D'abord, c'est une condition pour rester au niveau d'exigence qui est dû aux patients en France. C'est également une exigence pour rester en phase avec le besoin de sens et le sens que les professionnels trouvent dans cette démarche. Il faut donc éviter tout décalage avec les objectifs qu'elle poursuit. Et puis c'est également un enjeu d'attractivité par rapport aux patients que de leur dire que oui, les exigences sont en phase avec les besoins de l'époque. Donc, pour conclure, des remerciements ont été adressés, mérités au service qui a bâti ce 6e cycle en concertation avec toutes les parties prenantes. Un grand merci aussi à toute la communauté des experts visiteurs qui font vivre sur le terrain ce dispositif. Et puis merci aux plus de 5000 personnes connectées aujourd'hui et à travers elles, merci aux établissements et à toutes les structures et organismes qui les appuient et qui les accompagnent, qui là aussi sont ceux qui font vivre ce dispositif sur le terrain au quotidien.